va s'en occuper pour des raisons médicales. Et on est ravis que vous soyez là ce soir parce qu'avec cette émission, on avait un petit peu contribué à une issue heureuse pour vous et pour Elijah. En fait, les services français avaient vu le documentaire, c'est ça? Les services sociaux me croyaient à peine. Ils me l'ont annoncé, ils me l'ont dit le jour du tribunal. 6 mois après votre émission, j'ai été convoquée au mois d'avril pour le mois de juin. Donc je suis passée au tribunal. Malheureusement, entre-temps, mon mari est décédé d'un accident de voiture. Donc au passage au tribunal, ils ont hésité à m'accepter que je reprenne Elijah. Tout compte fait, ils m'ont mis 1 an à l'essai. Vous aviez 2 petits garçons à l'époque? J'avais 2 garçons de 5 ans et 7 ans et 8 ans. Et j'ai réussi à récupérer Elijah quand même pour une période d'essai d'1 an. D'accord. Et ça s'est passé comment, cette période? Il parlait pas du tout français. Au bout de 3 mois, il parlait notre langue. C'était compliqué, point de vue papier, pour l'inscrire à l'école et tout ça. Il avait quelques petits soucis de santé, donc c'était compliqué de ce côté-là. De récupérer aussi son carnet de santé, ses ordonnances, c'est ça? Ça a été le pire, c'était le carnet de santé. Oui. Mais au bout d'1 an, je suis repassée au tribunal. J'ai abandonné, on va dire, d'un côté, c'est élever 3 enfants seuls. Oui, puis pour vos petits garçons qui venaient de perdre en plus leur Voilà. père, c'était compliqué, j'imagine, de de gérer un autre enfant qui arrivait. Tout à fait, à perdre du papa, plus un enfant en plus qui connaissait à peine. C'était très, très compliqué. Donc, il est parti de la maison. Donc là, il est dans un foyer à 10 km de la maison. Oui. Vous le voyez régulièrement? Moi, je le prends un mercredi tous les 15 jours et mes parents un samedi tous les 15 jours. D'accord. Et je l'appelle minimum 2 fois par semaine. D'accord. Et quand, au tribunal de Pontoise, quand vous avez évoqué ces difficultés, ça s'est bien passé? Oui. Elle a dit, je regrette un petit peu de l'avoir fait venir en France parce que au bout d'1 an, j'ai abandonné. Mais je regrette absolument pas. Ça s'est très bien passé pendant ces 1 an. Là où il est, ça se passe très, très bien. Et le grand-père qui vivait en Angleterre est revenu vivre en France. Il est en train de se faire enquêter par les services sociaux actuellement. Il a toujours gardé le lien, lui, avec Elijah? Toujours. Oui. Et normalement, on passe au tribunal au mois de juin pour qu'il puisse le prendre, lui? Voilà. D'accord. Et ça fait plaisir à Elijah? Ah, il a hâte. Quand il est arrivé en France, Elijah était dans quel état psychologique? Il aimait beaucoup sa famille d'accueil là-bas. C'était une dame âgée qui avait que lui. Donc, il a été chouchouté. Donc, ça a été dur au départ. Mais après, une fois qu'il est venu à la maison, l'ambiance avec les enfants et tout, il a beaucoup aimé. Et... Il a toujours des liens avec cette famille d'accueil? Au début, j'en ai eu. Oui. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. C'est à chaque fois qu'il appelait, il pleurait. Donc, rapidement, on a arrêté. On s'écrivait des messages, elle et moi, mais sans qu'Elijah soit au courant. Et vous pensez que si, en voyant ce documentaire, que si vous ne l'aviez pas pris avec vous, il aurait pu effectivement avoir une vie beaucoup plus compliquée et douloureuse? Bien sûr. Bien sûr. Les services sociaux ici ne sont pas du tout comme en Angleterre. Et là, il a retrouvé sa famille. Donc là, il voit son grand-père, il nous voit moi, mes parents. Il est dans la famille. Florence Bellone, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été la première journaliste à dénoncer les dysfonctionnements de la protection de l'enfance en Angleterre. Ça fait plus de 10 ans que vous enquêtez sur ce sujet, que vous le médiatisez. Est-ce que, pour vous, la situation des parents et des enfants enlevés par les services sociaux a évolué, notamment depuis le premier documentaire, ou pas? Non. Ça a plutôt empiré. En fait, les différentes actions qui ont été prises tant par la Commission européenne qui est venue faire une enquête à Londres que par les Nations Unies, les différents rapports qui ont été publiés à l'intention des Britanniques avec ce qui s'appelle des recommandations n'ont strictement servi à rien. On a l'impression que il ne s'est rien passé du tout, en fait. Ils n'en tiennent absolument aucun compte. Ils accueillent les gens. La presse étrangère n'a pas de poids pour faire bouger un peu les choses? Même la leur, en fait, puisque je pense notamment à Christopher Booker, qui est le plus ancien éditorialiste du Daily Telegraph, qui a écrit pendant 20 ans sur ces sujets, et finalement,
Il a failli aller en prison à un moment parce que les juges voulaient lui faire interdire d'écrire sur ce sujet. Et finalement, c'est le Daily Telegraph qui a craqué et qui lui a interdit d'écrire sur ce sujet. Donc, le problème de la presse, le poids de la presse, s'il est un petit peu trop fort, eh bien, ils ont leur manière de le résoudre. Et il y a toujours autant d'enfants qui sont placés? De plus en plus. Et le nouveau président des tribunaux familiaux, depuis l'an dernier, en fait, demande que le huis clos des tribunaux familiaux soit encore resserré et que le gagging order, donc cet ordre de bâillonnement qui est imposé aux familles et à la presse, parents, à la presse, à tout le monde, soit appliqué avec voilà. L'ancien président qui a été là pendant 3-4 ans, James Moonbill, avait un peu relâché. Il avait dit malgré tout, il est inadmissible que le public ne puisse pas savoir. Voilà, c'est bien le seul. Eh bien, il est parti à la retraite et celui qui l'a remplacé immédiatement a resserré les taux. Victoria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anglaise, vous êtes entraîneuse réputée de chevaux de course installée en France depuis 5 ans. Ouais. Alors, je raconte votre histoire. En 2010, au moment du divorce avec votre mari, vous avez révélé à la justice que votre fille de 6 ans, vous avez raconté qu'elle subissait des agressions sexuelles de son père. Ouais. Son père disait que c'était faux. On ne vous a pas cru, on vous a accusé de ce qu'on appelle l'abus émotionnel. On va revenir sur ce terme pour savoir de quoi il s'agit. On vous a accusé d'avoir manipulé et influencé votre fille et on l'a confiée à la garde de son père. Est-ce que, avant qu'on la confie à la garde de son père, il y a eu une enquête ? Oui, il y avait une enquête. Ma fille a fait témoignage des accusations. La police l'a cru, mais l'équivalent de procureur de la République ici en France n'a jamais eu son témoignage. Mais en Angleterre, le tribunal des affaires familiales ne tient pas compte des faits. Le juge ne fait rien d'autre que suivre les consignes de l'autorité locale. Cette histoire quand même qui est hallucinante, qui n'est pas d'enquête, c'est fréquent? Oui, parce que en fait, l'enquête, elle est faite par les assistants sociaux qui engagent éventuellement des experts, effectivement psychologues, psychiatres, bon, mais qui vont entériner le résultat désiré par les services sociaux. Autrement, ils cessent d'être experts au tribunal. Vous me direz, c'est pas un drame en soi, sauf qu'ils sont très, très, très bien payés, donc ils aiment bien quand même être experts au tribunal. C'est dans les 2000 € parfois la journée de travail. Donc, à partir du moment où les juges ont décidé, j'ai même entendu un juge une fois déclarer « les professionnels ne mentent pas », ce qui est assez extraordinaire, à partir du moment où ils décident que les assistants sociaux ne mentent pas, eh bien, leur parole est d'or. Donc, le parent a toujours tort. Et il arrive occasionnellement qu'un assistant social soit critiqué par le juge, mais il ne va jamais perdre son travail. Par contre, le parent perd son enfant. On va revenir à votre histoire, mais juste Jean-Luc Ronget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste. On a parlé d'abus émotionnels. C'est un des motifs parmi d'autres qui justifie pour les services sociaux d'enlever un enfant à ses parents. Est-ce qu'on peut définir cet abus et comment on le prouve? Moi, je veux bien qu'on emploie n'importe quel terme, notamment quand on parle de risque. Et on demande aux parents de prouver qu'il n'y a pas de risque. Alors que, plutôt, il faudrait pouvoir prouver le risque existant, les éventuelles maltraitances, les éventuels abus. Mais généralement, c'est à la partie qui réclame de retirer ou de surveiller une famille, de faire état devant la justice d'un certain nombre de faits qui ont été constatés, actés, notamment par une expertise psychologique de l'enfant. Ici, on n'en est pas du tout là. C'est prouvez-moi que vous ne maltraitez pas votre enfant. Mais comment voulez-vous que je prouve quelque chose qui n'existe pas? C'est une histoire de dingue qui, pour moi, n'existait que dans les films. J'en suis toujours sidéré. Alors, Victoria, donc en 2011, vous êtes enceinte de votre deuxième fille, Saphir, avec votre nouveau compagnon. Vous avez eu peur là qu'on vous prenne votre bébé? Oui. J'étais terrifiée. Les services sociaux m'envoyaient des lettres me menaçant de mettre mon bébé sur une liste d'enfants à risque. À risque, donc, en plus d'être enlevé, d'être pris. Les services sociaux viennent dans l'hôpital pour prendre, avec des fois, six hommes policiers.
Six personnes. Oui, D'accord. oui, D'accord. OK. J'explique à nos téléspectateurs juste que vous vous appuyez sur vos notes parce que même au bout de 5 ans, vous ne parlez pas encore parfaitement le français. OK, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Angleterre, c'est une histoire d'argent. Plus ils sont d'enfants, plus ils gagnent de l'argent. Ouais. D'accord. Dans le film, le membre du Parlement a chiffré le coût des foyers d'enfants à 1 milliard de livres par an. Comment on peut comprendre cette histoire d'argent? En fait, maintenant, pour réduire les coûts, c'est David Cameron, quand il voulait vraiment réduire tous les coûts des dépenses de l'État, qui a demandé aux councils, c'est-à-dire l'équivalent de nos conseils généraux, de déléguer les services sociaux à des boîtes privées. Et on a par exemple Northampton, qui est c'est une ville avec un comté Northamptonshire, qui est un gros comté très peuplé. Ils n'ont plus de services sociaux du tout. Ils ont maintenant un Northampton Children Limited, c'est-à-dire c'est une société privée. Donc on est vraiment rentré dans le profit. Et il faut savoir quand même que la première agence de famille d'accueil créée en Angleterre aujourd'hui fait, je regardais tout à l'heure, c'est donc 4 600 000 de chiffre d'affaires pour 2016. J'ai pas encore vu 2017. D'accord. Et en 2012, par hasard, vous êtes tombé sur votre fille aînée. Oui. C'est dans une station-service, c'est ça? Oui, oui, Et oui. donc c'était par hasard? Ça, c'était 2011. Oui. C'est quand j'étais toujours enceinte. D'accord. Vous lui avez parlé, alors vous n'aviez pas le droit de lui parler. Vous avez été condamné à 3 ans Oui. et vous avez fait appel. Et vous avez fait 1 an de prison? Oui. Pour eux, en parlant de ma situation, je suis devenue une menace politique. Comment on peut comprendre que les familles prises en charge comme ça par les services sociaux ne puissent pas se défendre? En Angleterre, la justice est chère, très chère. L'aide juridique existe, mais le problème, c'est de l'aide juridique au petit pied. Mais les avocats sont bien formés ou pas? Justement, non. Ici, en France, par exemple, j'observe depuis 15 ans le développement dans chaque grande ville de collectifs d'avocats qui se spécialisent dans les droits de l'enfant, les droits de la famille, ça. En Angleterre, ce n'est pas le cas. En Angleterre, l'enfant, en plus, il n'est pas assisté. Il a une sorte d'administrateur ad hoc qui, soi-disant, représente son intérêt. Mais cet administrateur ad hoc a quand même des liens avec les services sociaux territoriaux. On peut le dire, c'est que s'il y a bien une disposition que l'Angleterre ne respecte pas, alors qu'elle a ratifié la Convention des droits de l'enfant, c'est son article 12 sur le respect de l'opinion de l'enfant. Dans les quelques affaires que j'ai pu observer, même un enfant doué d'un certain discernement, enfin il ne faut pas être très âgé pour avoir du discernement, hein, il n'était pas entendu. Donc on voit la toute-puissance de l'autorité publique qui était chargée d'un pouvoir extraordinaire qui ont accru le pouvoir de ces services territoriaux. Devant une justice aussi inégalitaire, les parents sont complètement démunis et j'ajoute, et les enfants aussi, généralement, ils n'ont pas le droit à la parole. Mais on va parler justement des droits de l'enfant avec Hine Ayoubi Idrissi. Bonsoir. Vous êtes experte au comité des droits de l'enfant de l'ONU. Le rôle du comité, c'est de surveiller la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant par les États qui l'ont ratifiée. Alors, on a vu dans le documentaire, en 2016, les services sociaux anglais ont été convoqués pour s'expliquer sur les maltraitances subies par les enfants placés. Depuis quand ce comité avait été alerté sur les dysfonctionnements de ces services? Le comité, il a été alerté lorsqu'il a commencé à préparer le dialogue avec le Royaume-Uni. On a reçu énormément d'informations de différentes parties prenantes. Les ONG, il y avait un grand nombre d'ONG, les institutions nationales des droits de l'homme, notamment les commissaires aux droits de l'homme, et les enfants. Alors, on a reçu les enfants, nous avons écouté les enfants, on a le rapport du gouvernement, mais on écoute aussi les autres parties prenantes pour se faire une meilleure idée sur la réalité, comment vraiment est appliquée la Convention des droits de l'enfant en vue d'avoir un meilleur dialogue constructif et donc demander effectivement à l'État partie qu'est-ce qui ne va pas, notamment sur ce volet. Le documentaire l'a bien signalé, les experts de l'ONU ont vraiment mentionné que
de plus en plus, ils sont alarmés par les retraits recrudescents des enfants de leur milieu familial. On va continuer à parler avec vous de ces droits de l'enfant, mais juste on voit un extrait du documentaire, c'est le témoignage de Régis, qui 3 mois après l'intervention des services sociaux et le placement de ses filles en foyer, a été carrément rayé de leur vie. Écoutez. Régis a tout tenté pour maintenir le contact avec ses enfants. L'une des rares fois où il a eu de leurs nouvelles, c'est grâce à une conversation téléphonique entre Mathilde, sa fille aînée, et l'une des journalistes qui l'a mobilisée. Allô, c'est Mathilde? Oui. Comment tu vas? Bonjour. Bah, je veux aller à la maison. On le dit tous les jours et on en a marre et on le dit tous les jours. Et ouais, il y a un grand jardin et on n'a pas le droit d'aller là, on n'a pas le droit. Mais nous, des fois, on essaye de partir et courir et partir. Mais il dit tout le temps, revenez, je vous ai vu. Je peux pas parler longtemps parce que j'ai dit que j'allais aux toilettes et je suis pas aux toilettes. Je suis en train de parler. C'est la dernière fois qu'un contact direct sera établi avec les filles de Régis. Depuis, leur père n'a reçu de leurs nouvelles que par le biais de dessins, transmis par les services sociaux. Le droit de garder pour les enfants qu'ils veulent des liens avec leurs parents, c'est un droit qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un des principaux droits, le droit de l'enfant. Déjà, dès le préambule de la Convention, on trouve que la famille est le milieu naturel de la société, le milieu naturel du développement de l'enfant. Donc, lorsqu'on parle de la famille au sens de la Convention, c'est les différents types de familles. Et la Convention accorde une grande importance même à la famille élargie, à tout ce qui est communautaire. Le maintien des liens avec la famille est quelque chose de très, très, très important. Ça veut dire que le principe pour les rédacteurs de la Convention des droits de l'enfant et la jurisprudence du Comité des droits de l'enfant, le principe, c'est l'enfant doit grandir dans un milieu familial, quel que soit donc son milieu biologique en priorité, sauf s'il en va de son intérêt. Et donc là, l'évaluation de cet intérêt doit être faite d'une manière appropriée. C'est ça la question la plus importante, c'est faire une évaluation appropriée de cet intérêt supérieur de l'enfant et non une évaluation qui répond aux préoccupations des parties qui se prononcent à la place de cet enfant, des parents. Ce qui est également demandé, c'est dans tout le processus d'évaluation, c'est de garder énormément le contact avec les parties concernées, à savoir les parents et les enfants. Chose que nous avons vu que dès le départ, les parents et les enfants ont été laissés de côté. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez entendu des enfants, mais est-ce que les enfants peuvent directement se plaindre auprès du comité si leurs droits sont violés? Oui. Il y a un troisième protocole additionnel, facultatif à la Convention des droits de l'enfant. C'est un protocole qui permet aux enfants de présenter des communications, ce qu'on appelle des plaintes, s'ils estiment que leurs droits sont violés. Le problème, c'est que premièrement, le Royaume-Uni n'a pas encore signé, ni ratifié, ni adhéré à ce protocole. Deuxièmement, le fait d'avoir ratifié ou d'avoir adhéré à ce protocole facultatif n'ouvre pas directement la voie vers le Comité des droits de l'enfant et autres organes. Il y a toute une procédure de recevabilité. Et la chose la plus importante, c'est avoir épuisé les voies de recours internes. Mais attention, quand il s'agit d'enfants, le comité, quand même, il a une grande souplesse pour apprécier est-ce que cet enfant ou la famille de l'enfant était vraiment dans la possibilité de pouvoir épuiser les voies de recours ou bien c'est difficile. Et donc, il y a une certaine souplesse. Dans le cas du Royaume-Uni, ce n'est pas le cas. Mais par contre, je voulais attirer l'attention sur une chose. Si le protocole facultatif ne peut pas être la voie pour accéder aux organes des Nations Unies, le Comité des droits de l'enfant et autres organes, il y a ce qu'on appelle les procédures spéciales, par exemple les rapporteurs spéciaux. Les rapporteurs spéciaux, c'est un mécanisme très très important, il est très souple. On peut
accéder par l'intermédiaire de ces rapporteurs. Et dans le documentaire, nous avons vu des cas d'exploitation sexuelle et autres. Il y a des procédures très accessibles et les titulaires de mandat peuvent même faire des visites dans le pays en question. Donc, il y a des moyens à exploiter. Alors, Victoria, il y a quelque chose de très... encore plus incroyable dans votre histoire. Donc, on vous a retiré votre fille parce qu'elle disait qu'elle était abusée par son père et on vous a accusé, vous, d'abus émotionnel. Mais votre ex-mari, aujourd'hui, a perdu sa licence d'entraîneur sportif des enfants. Il ne peut plus jamais être auprès d'enfants. Non. Et on continue à lui laisser... parce qu'il y a effectivement eu des attouchements. Et on continue à lui laisser votre fille. Oui, il a fait des avances à caractère sexuel à l'un de ses élèves et elle en a informé son professeur à l'école, ce qui a ouvert une enquête urgente entre les services sociaux, UK Athletic et la police. Mais la Fédération nationale de l'athlétisme n'a pas rendu publique cette information. Je sais qu'ils ont caché l'enquête à la demande des services sociaux. Et aujourd'hui, vous avez des contacts avec votre fille aînée? Vous savez où elle est? Vous savez ce qu'elle fait? Vous savez quoi de votre fille? Je n'ai plus jamais eu de contact avec elle depuis 9 ans. Mais comment on peut comprendre honnêtement que, alors que déjà il y a eu une suspicion d'agression sexuelle sur cette petite fille par son père, qu'aujourd'hui il ne peut plus à vie aller entraîner des athlètes mineurs et qu'on continue à lui laisser sa fille et qu'on continue à priver cet enfant de sa mère? Comment c'est audible ça? Je ne sais pas très bien si c'est un problème culturel ou si c'est cette espèce de mentalité un peu malsaine que j'ai observée chez les services sociaux. Mais très souvent, quand il y a un parent où il y a un réel soupçon d'abus sexuel ou autre type d'abus, eh bien, c'est le parent à qui on va confier l'enfant. Alors, il faut savoir que, bon, il y a les cas de ce qu'on appelle de loi privée, donc qui concernent des couples en conflit qui ont des enfants, et les cas de loi publique où les services sociaux prennent les enfants de la famille. Mais quand il y a des cas privés, comme celui de Vicky lorsqu'elle a divorcé, très souvent les services sociaux s'infiltrent à l'intérieur et pour récupérer un cas public. Et là, ils peuvent prendre l'enfant, puisque son deuxième enfant, sa deuxième petite fille, elle aurait été mise en famille d'accueil. Automatiquement. Le papa de la deuxième petite fille n'avait rien à voir avec... Voilà. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle. Pourquoi on entérine des erreurs aussi grossières et pourquoi ça arrive si souvent? Mais c'est le cas. Beaucoup d'enfants ont été confiés à l'abuseur, en fait. Pour revenir là sur... Oui, allez-y. Les gens qui assistent à notre débat, ils doivent se demander, mais enfin, si les tribunaux anglais sont défaillants, le Royaume-Uni fait quand même partie du Conseil de l'Europe, il a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Cette convention garantit le respect de la vie privée et familiale. Et pourquoi le gouvernement britannique n'a pas été appelé plus souvent? Pourquoi? Parce que de ce côté-là aussi, la Cour européenne des droits de l'homme a peur d'un Brexit. Chose qui a été clairement menacée par les autorités anglaises après 2 affaires qui leur avaient déplu. Et du coup, il y a eu vraiment des menaces de sortie de la Convention européenne des droits de l'homme. Menaces des sorties, d'autant plus qu'il peut encore se préciser si on a un véritable Brexit dur, parce qu'à ce moment-là, l'adhésion au Conseil de l'Europe, à la Convention des droits de l'homme, à la juridiction de la Cour, fait partie des conditions pour être membre de l'Union européenne, mais dès lors qu'on n'est plus membre de l'Union européenne, on peut en sortir. Et à une conférence de Brighton, le gouvernement disait nos juges sont suffisamment formés en matière de droits de l'homme pour appliquer les principes contenus dans la Convention sans devoir passer par la Cour de Strasbourg. Et c'est pour ça qu'on s'étonne, alors que certains États comme l'Italie, l'Espagne ont été condamnés pour des raisons de manque de proportionnalité, l'Angleterre, même pour une affaire où il y avait un risque potentiel, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré, si les autorités considèrent que c'est un risque potentiel, c'est qu'elles avaient raison d'éloigner
l'enfant, chose qu'elles n'ont jamais fait à l'égard d'autres États membres. On parle voilà, d'autres pays. Est-ce qu'au nom justement de la protection de l'enfance, à enlever des enfants à leurs parents sur une simple suspicion, ça se voit dans d'autres pays vraiment? Malheureusement. Malheureusement, de plus en plus. Ça, c'est vraiment le constat du Comité des droits de l'enfant, c'est que de plus en plus, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, il y a une attitude de retrait des enfants à leur famille. Ça veut dire, au lieu d'agir en amont et aider les familles à exercer une parentalité positive, au lieu de soupçonner les mauvais traitements, c'est aider. Parce que les mêmes problèmes se retrouvent partout, que ce soit dans la famille biologique ou dans la famille de remplacement, là où l'enfant va être déraciné, éloigné de ses parents, de sa fratrie ou autre. Ce qu'il fallait, c'est agir en amont, aider les familles. Maintenant, il y a une peur, une appréhension chez ces familles. Les familles économiquement, socialement en détresse ou dans la difficulté, ils n'osent pas aller demander de l'aide parce que directement cette aide peut se traduire et à terme se traduira par un retrait de l'enfant. Donc malheureusement, c'est le constat. Parce qu'on a l'impression qu'en France, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on aide les familles en amont, mais qu'on fait tout pour maintenir le lien. Voilà. Au moins, c'est la différence. C'est une des différences. En France, on maintient le lien. Mais ça a évolué. Il faut dire que si on revient un petit peu à la doctrine en la matière, en France, dans les années 70, il y avait les retraits par la suite avec l'adoption de la Convention des droits de l'enfance en entrée en vigueur. On s'est rendu compte que le retrait n'est jamais la solution. Au contraire, il faut faire de la prévention. Il faut que ça soit vraiment la solution du dernier recours. Lorsque c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Il en va de l'intérêt de l'enfant. Il ne peut pas vivre avec un violeur, il ne peut pas vivre avec un abuseur. Donc là, c'est les solutions de dernier recours. Mais sinon, il faut absolument jouer sur la prévention. La place de l'enfant, c'est avec ses parents. Et même, si on est obligé de prendre une décision, il faut qu'elle soit prise par l'autorité compétente, à savoir une décision de justice. Et qu'elle soit pas définie. En France, elle n'est pas définitive. Jamais. D'ailleurs, la Convention, elle est très claire. N'importe quelle décision judiciaire concernant le placement de l'enfant, son retrait provisoire pour une certaine période, le placement même dans un foyer, sachant que il y a une position très claire du Comité des droits de l'enfant et des autres organes, à savoir lutter contre l'institutionnalisation. L'institutionnalisation n'a jamais donné de bons résultats. Ça a des problèmes. Premièrement, ça stigmatise l'enfant, ça stigmatise sa famille, ça peut compromettre. Il y a des réussites, mais elles sont vraiment rares, mais ça peut compromettre le développement, le devenir de cet enfant. Même, je disais, s'il y a une décision de justice, de retrait, il faut être en mesure de la contester de la part des parents. Il faut écouter l'enfant et son opinion doit être dûment prise en considération, bien sûr, en fonction de son degré de discernement. Mais là où il faut faire attention, c'est que de ne pas poser des limites arbitraires et dire on ne va pas écouter un enfant parce qu'il est âgé de moins de 10 ans ou autre. Et cette décision doit être en mesure d'être révisée continuellement à la demande des intéressés, à la demande du ministère public, à la demande même, normalement, des services sociaux. C'est la philosophie de la Convention et c'est comme ça que ça doit être. Elijah, avant que vous ne le récupériez, enfin, quand vous le voyiez à l'époque en Grande-Bretagne, il disait quoi? Il demandait quoi, lui? Il demandait à voir son grand-père. Et pourquoi on ne lui a pas confié à l'époque? Il y avait eu des soucis avec les services sociaux anglais. Ils avaient mis des accusations sur lui non fondées. En fait, on lui a confié un moment. 2 ans. Et 2 ans, et ensuite, parce qu'un matin, il est arrivé à l'école avec un bobo ou un truc comme ça, c'est ça? On lui a retiré dans la journée. Il est venu pour le chercher à l'école le soir, il n'était plus là. Les services sociaux l'avaient pris. Il était placé déjà? Oui. D'accord. Et il n'a pas réussi à le récupérer. Donc c'est là où je suis intervenue. Et il était heureux chez son grand-père? Il était heureux, oui, c'est sûr. Et là, maintenant qu'il est emmené en France, les services sociaux français sont là, c'est pas les mêmes. Donc, on espère qu'il va pouvoir revenir. Est-ce que ces histoires quand même hallucinantes, ça se voit dans tous les milieux en Angleterre?
Oui, bah, la preuve, Vicky, n'est pas du tout, ne correspond pas du tout à la maman déshéritée qui vit dans un HLM, comme effectivement il y en a beaucoup. Maintenant, il est certain que plus les gens sont dans des milieux sociaux défavorisés et plus ils sont vulnérables. Et je voudrais dire quand même qu'en France, malgré tout, parce qu'il y a quand même 150 000 enfants retirés en France, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en Grande-Bretagne, la grande différence, il y a 2 différences à mon avis. L'une, c'est que si les parents se battent, ils vont récupérer l'enfant beaucoup plus facilement. Voilà, surtout s'il y a eu par exemple des fausses accusations de maltraitance à travers les hôpitaux. Bon, ils se battent et ils arrivent à récupérer les enfants. Ça ne veut pas dire que le système est à cautionner, parce que malgré tout, il y a des traumatismes terribles quand les gosses sont passés 6 mois en famille d'accueil, ou même un bébé en pouponnière. Certains bébés qui ne peuvent même pas être nourris au sein tout d'un coup par la mère. Bon, la deuxième différence, c'est que je dirais que si en France, il y a une catégorie de personnes qui aura plus de difficultés à revoir son enfant, ce sont évidemment les plus défavorisés. Par exemple, les mères, j'ai vu des cas de mères célibataires qui ont un petit peu coupé les ponts avec les familles, qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas trop de soutien familial. Elles sont évidemment beaucoup plus vulnérables, même beaucoup plus vulnérables à abandonner l'enfant, parce que personne ne les soutient, personne ne les aide et on les pousse dans l'autre sens. Bon, en Grande-Bretagne, ce qui est extraordinaire, c'est qu'alors, quoi que vous fassiez, si c'est un enfant en âge d'être adopté, le récupérer, c'est quasiment mission impossible. Est-ce que l'opinion publique en Angleterre s'indigne de ça ou pas? Oui et non. Il y a une partie de l'opinion publique qui s'indigne. Maintenant, quand les Anglais s'indignent, c'est pas comme quand les Français s'indignent. Ils s'indignent d'une manière courtoise dans le salon, et c'est pas pareil. Mais il y a aussi beaucoup de gens, il y a toujours beaucoup de gens qui pensent que non, si on leur retire leurs enfants, c'est que ce sont des brutes. À moi, ça ne peut pas m'arriver. Combien de fois j'ai entendu des parents à qui on avait retiré les enfants, et des grands-parents aussi, dire mais avant, je pensais qu'il y avait vraiment qu'aux brutes, je pensais que c'était normal de faire ça. Maintenant, je me rends compte qu'on me retire mes enfants alors que je ne les ai ni frappés, ni quoi que ce soit. Et puis ce système quand même en Angleterre, où en général, quand on a enlevé un, on enlève les autres enfants. On enlève les autres, oui. Je crois que le record, c'est 11 enfants. C'est une femme à qui on a enlevé le premier bébé. Parce qu'on enlève des bébés à des femmes qui n'en ont jamais eu. Oui, mais après, du coup, les mamans, pour avoir gardé un bébé avec elles en refont forcément. Alors, déjà, on leur dit, vous n'aurez pas le droit d'en avoir du tout, hein, parce que vous n'êtes pas le profil de la femme qui peut avoir un enfant. Donc, on enlève le premier. Donc, elle essaye d'en faire un deuxième et un troisième. Allez, disons les choses, elles deviennent un peu folles à la fin. Il y en a une qui est arrivée à 11. Qu'on lui a retiré. De la salle d'accouchement. Direct. Ça, je l'ai vu, c'est quelque chose... Victoria, votre fille, elle a 15 ans aujourd'hui? Oui, 15 ans. Vous espérez la revoir un jour? Oui. Malgré les efforts des autorités de détruire ma réputation, depuis son enlèvement, je me bats pour la récupérer. Le problème est, comme j'ai dit déjà, elle a subi un lavage de cerveau de la part de son père et les autorités, les services sociaux, au point où ils ont essayé de m'effacer de sa vie. Ils ont dit que je l'avais abandonnée, que j'étais dangereuse et que je voulais la kidnapper. Sa situation n'est pas aidée par ses problèmes psychologiques. Maintenant, elle a peur de moi. Mais ma petite, elle veut rencontrer sa sœur. Ben oui. C'est normal. Bien sûr. Elle me demande tous les jours quand je vais voir ma sœur, maman. Mais on vous tient quand même au courant de comment elle va? Est-ce qu'elle est en bonne santé? On vous dit tout ça ou pas? Vous le savez? Non, le service social cache tout de moi. Et l'année dernière, j'étais choquée d'apprendre que ma fille aînée avait été aux soins intensifs. Aux soins intensifs? Oui, avec une infection potentiellement mortelle. On vous l'a pas dit? Non. Je n'ai eu connaissance que par hasard de ceci uniquement car j'avais fait une demande d'information auprès de l'hôpital local. Parce que je suis une maman, je peux demander l'information comme ça pour médical. Comme vous pouvez imaginer, les services sociaux n'ont même pas pensé à m'en informer.
et n'était pas contente de savoir que j'étais au courant. Vous lâchez pas le combat? Non, c'est-à-dire que Même si ça s'arrange pas. J'ai été tellement inondée aussi. En même temps, maintenant, je suis en France et je suis frappée du nombre de personnes françaises qui m'ont contactée pour me dire, mais vous parlez d'Angleterre toujours, mais ici, on subit ça aussi. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas rédhibitoire. Une fois que l'enfant est parti, il peut encore revenir ici. Mais il y a peut-être un problème aussi est-ce que la France va suivre l'Angleterre dans cette notion de profit? Dans le film, à un moment, on cite une des jeunes filles qui a été placée. Son entretien coûte 3 200 euros par semaine. Par semaine. Voilà. Bon, parce que effectivement, c'est du business privé. Les familles d'accueil, les institutions. Imaginez qu'on ait 3 000 euros par semaine pour aider une famille difficile. Disons une famille, même des parents pas très compétents, comme on dit aujourd'hui, voire un peu brutaux, Mais imaginez qu'on ait même 10% au moins. Non. Alors, le problème, c'est la privatisation aussi de ce système, et qui fait, par exemple, une entreprise comme Serco, qui est une multinationale qui construit des prisons, qui fait de la maintenance de missiles, qui est plutôt dans le domaine de la guerre. Ils ont obtenu en Grande-Bretagne un contrat d'expertise des abus sexuels sur enfants et un contrat pour construire des maisons d'enfants. On en est là, c'est-à-dire que voilà. Est-ce que nous on risque d'accéder à ce type de système? Il faut surveiller, il faut continuer. Merci beaucoup en tout cas. On espère que ça va bien se passer avec Elijah, qui va être confié à son grand-père, pour pouvoir continuer à maintenir ce lien, qui sera bien ici. Et puis on espère que vous retrouverez un jour, bien sûr, votre fille et que sa petite sœur la verra aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 5. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 20h50 pour une nouvelle émission du Monde en face. En attendant, donc, vous pouvez voir ou revoir ce documentaire « Les enfants perdus d'Angleterre » et notre débat sur le site France TV, et également le premier volet de cette enquête, donc réalisé en 2016, récompensé par de nombreux prix, qui s'intitulait « Les enfants volés d'Angleterre ». Très bonne fin de soirée sur France 5 et à la semaine prochaine. Au revoir.